Alors, Roméo Cournal, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach intuitif, Oui. chercheur en neurosciences. Oui. Voilà, il y a un titre plus exact. Alors, un titre plus officiel, j'ai envie de dire, c'est coach formateur en neurosciences appliquées. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement en quoi ça consiste? Alors, le principe est justement d'accompagner les personnes dans certains domaines de leur vie en y appliquant justement les ressources, j'ai envie de dire, les découvertes neuroscientifiques. C'est-à-dire qu'on prend en compte le fonctionnement du cerveau et sa biologie en réalité pour appréhender les situations dans lesquelles se trouvent les personnes, les accompagner et pour leur proposer des solutions qui soient naturelles, j'ai envie de dire. Encore une fois, pour la biologie du cerveau. D'accord. C'est plus psychologique, on va dire, donc. Ben alors justement non, justement non. C'est-à-dire que les neurosciences ont une démarche un peu différente précisément par rapport à la psychologie. C'est-à-dire qu'en neurosciences, par exemple, l'un de mes domaines d'application, c'est précisément la relation toxique, la relation traumatique. Et donc quand on accompagne quelqu'un qui a vécu un traumatisme, l'approche neuroscientifique est très différente finalement de l'approche psychologique. C'est ce que je vais d'ailleurs détailler dans mon intervention lors de ce congrès. D'accord, ok. Les émotions, vous parlez beaucoup des émotions, donc, qui peuvent créer des maladies aussi, c'est ça? Alors, les émotions peuvent créer toute une série de mal-être et de malaise et même de pathologies, effectivement, dans la mesure où elles ne sont pas extériorisées. Une émotion, par nature, et même j'ai envie de dire étymologiquement, c'est un mouvement vers l'extérieur, extérieur. Et il s'avère que dans nos vies respectives, pour des raisons événementielles, pour des raisons culturelles, nous n'avons pas la possibilité d'extérioriser toutes ces émotions. Alors, où nous n'avons pas la possibilité, où nous choisissons de ne pas le faire. Lorsqu'on vit une situation traumatique, on n'est pas forcément libre de pouvoir exprimer toute l'émotion qui est générée. Alors, il se trouve qu'une fois que l'émotion est générée, elle existe, elle est bel et bien là, et si elle ne sort pas, elle reste dans le corps. Une émotion ayant une fréquence bien particulière, hein, on parle dans ce congrès de vibration, d'énergie. La fréquence d'une émotion est très particulière. Et chaque organe du corps a une fréquence également très particulière. C'est d'ailleurs ce sur quoi repose toute la technologie du life system. Et en réalité, une émotion qui n'est pas extériorisée va entrer en résonance avec un tissu en fonction justement de la fréquence de ce tissu. C'est ce qui explique beaucoup d'autres d'ailleurs disciplines. On explique pourquoi j'ai mal à la dorsale 7 et pas à la dorsale 6. Et dire quelque chose de particulier. Quand on a mal au fond, on n'a pas mal à la rate. Des choses comme ça. Alors il se trouve qu'une émotion s'extériorise toujours par un phénomène thermique ou un phénomène mécanique. Donc ou un mouvement ou un dégagement de chaleur. Lorsqu'il s'agit d'un tissu, on va parler d'inflammation. Le dégagement de chaleur sera donc une inflammation. C'est vrai que non traité ou traité uniquement physiquement, il peut se mettre en place un syndrome, par exemple un syndrome inflammatoire chronique, par exemple. Ce qui peut effectivement expliquer certaines pathologies. Ça explique également certaines incidences sur le corps comme l'augmentation de l'acidité, et ça explique également, ce qui intéresse beaucoup, le fait que pour se protéger de l'acidité et de l'inflammation, le corps va surproduire de la cellule adipeuse pour protéger justement la cellule inflammée. Donc on peut se retrouver avec, par exemple, ce qu'on appelle des kilos émotionnels, qui ne partent pas avec les régimes, qui partent seulement quand on traite émotionnellement la chose. Donc le traitement physiologique ne suffit pas quand il est question de conflit justement émotionnel. Okay. Vous traitez aussi quand même, alors c'est vrai que c'est plus sur la santé là, que la psychologie, mais par exemple aussi des croyances limitantes, je suppose si vous êtes coach, ça doit vous être demandé aussi ce genre de choses. Absolument. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait la démarche de venir voir un coach, c'est que cette personne a une volonté, mais que cette volonté bute face à un comportement ou qu'il n'arrive pas à mettre en place ou dont il n'arrive pas à se défaire.
Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une démarche qui est effectivement une démarche de coaching, mais il y a également une démarche thérapeutique en soi, parce que si la volonté dit je vais là et que le corps dit je n'y vais pas, c'est qu'il y a effectivement un conflit. Et le conflit il est émotionnel, c'est-à-dire que 95% de l'être humain, j'ai envie de dire, est inconscient. Et donc si son inconscient dit non, je n'y vais pas, il n'y va pas. Maintenant, la question est de savoir pourquoi l'inconscient ne veut pas y aller. Il y a un apprentissage, il y a un trauma qui génère justement une réponse de stress. Cette réponse de stress, c'est ou l'agressivité, ou l'anesthésie, ou la fuite. Et quand on dit justement je n'y vais pas, on fuit. On fuit justement une situation parce qu'on fuit quelque chose qui est reconnu comme un danger de mort, tout simplement. C'est pas autre chose que ça. C'est vraiment pas autre chose que ça. En fait, tout est émotion. Peut se traduire par... Les êtres humains sont des machines, j'ai envie de dire, à émotion. Les êtres humains conduisent énormément d'émotions. Et justement, le mal-être, le malaise et la pathologie correspondent à un moment où l'émotion ne passe pas. L'émotion ne sort pas. L'émotion n'est pas conduite. L'émotion n'est pas transductée, même comme dirait d'autres. Ça ne passe pas. Et donc ça crée un malaise, ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre vibratoire dont on a parlé beaucoup aujourd'hui et j'ai envie de dire à tout niveau. Tant au niveau des fréquences des organes et des tissus engagés que dans la fréquence, dans l'harmonie, j'ai envie de dire générale du corps, dans l'harmonie générale de la personne, puisque si on parle de fréquence, on parle de vibration, on parle de son. Et j'aime beaucoup cette allégorie à la symphonie. Si un être en santé est une symphonie, un malaise, un mal-être, une maladie est un couac dans la symphonie. C'est une fausse note, c'est un accord dissonant, c'est quelque chose qui frotte, on va dire, une note qui frotte. D'accord, ok. Vous accompagnez aussi des gens qui sont en addiction, par exemple, qui soient à la drogue, de l'alcool ou toute autre chose? Absolument, absolument. Et j'ai envie de dire particulièrement cela. Pourquoi ? Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'est jamais addict à une substance, à une personne dans une situation. On est addict à l'émotion qu'elle procure. On y revient. Donc, on y revient à cette histoire d'émotion. Donc évidemment que j'accompagne des personnes qui sont en situation d'addiction, sachant que l'addiction aux substances, on les connaît, alcool, drogue, stupéfiants, etc. L'addiction à certaines situations, on les connaît également. L'addiction émotionnelle, l'attachement, la dépendance affective, bien évidemment, mais il y a aussi une chose auquel on ne pense pas, c'est que la relation toxique en soi est une conduite addictive. Oui. En fait, en vrai. Se retrouver prétendument victime d'une relation toxique, d'une situation de perversion narcissique, etc., c'est se retrouver dans une addiction. On se retrouve addict à une émotion, qui peut être une émotion très très désagréable, mais c'est véritablement un comportement addictif. La relation toxique est un comportement addictif. Oui, on est co-créateur de toute façon de ce qui nous arrive. Très clairement. Oui, à partir de ce moment-là. Très clairement. L'un de mes prédicats de départ, c'est qu'on est seul responsable de ce qu'on fait finalement, de ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive. Bon, chacun pourra décider si il a tout co-créé. Par contre, chacun est complètement seul responsable de ce qu'il va faire, de ce qui lui arrive, qu'il l'ait co-créé ou pas. Oui. Je suis responsable de ce que je fais, de ce qui m'arrive. En fait. Et ça, c'est le prédicat de départ pour toutes les personnes que j'accompagne. Et de positiver aussi en disant merci, même quand ça ne nous arrange pas, remerciant pour pouvoir aller plus loin. Alors effectivement, on remercie quand on a compris la perfection de la chose. D'accord ? Parce que la situation de relation toxique, quand on est au niveau personnel, la situation de burn-out, quand on est à un niveau professionnel, est un chemin d'éveil. D'accord ? Puisque précisément, c'est parce que nous nous sommes éloignés de notre soi authentique, c'est parce que nous nous sommes éloignés de notre symphonie, de notre harmonie propre et unique, que précisément est arrivée la relation toxique, que précisément est arrivé le burn-out. Les scientifiques les plus connus par rapport et qui font référence au niveau mondial
au niveau du burn-out, définissent le burn-out comme étant l'écartèlement de la personne entre qui elle est vraiment et ce qu'elle fait. Et je crois que c'est véritablement ça, même au niveau personnel, puisqu'on parle même de burn-out parental ou des choses comme ça. Quand un individu est écarté entre qui il est vraiment, peut-être qu'il ignore d'ailleurs qui il est vraiment, et ce qu'il fait, à partir de ce moment-là, la distance est comblée par quelque chose d'absolument magique qu'on appelle la souffrance. Et la souffrance est justement le révélateur de cette distance. Qui peut être une bonne chose parce que ça peut aussi faire rebondir finalement. C'est en tout cas un révélateur. C'est en tout cas un révélateur. Si je n'avais pas conscience de la distance entre finalement qui je suis vraiment et ce que je fais, de l'écartèlement entre les deux, ben, j'aurais continué à m'écarteler. En fait, en vrai. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs sur le bien-être, justement, pour se sentir toujours bien. Le centre de tout, à mon sens, c'est l'estime de soi. Encore faut-il savoir qui est soi. Ouais. Et c'est là justement que j'accompagne les personnes en individuel, parce que sinon tout le reste est assez universel. Le conseil qui est vraiment un conseil, c'est une proposition qui est ma phrase fétiche. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. S'il y a vraiment une croyance qu'il est très très bon d'intégrer, puisque toutes les croyances s'intègrent, faites l'expérience par vous-même. Hein. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. Vous allez voir les expériences de vie qui viennent derrière sont très très simples. Et je m'aime tel que je suis. Je m'aime, c'est-à-dire j'ai défini je non pas comme moi, mais comme soi. Oui. Donc soi authentique. Pas le personnage fictif, superficiel et suradapté que nous avons tous créé. On appelle ça un faux self, on appelle ça le moi, on appelle ça une identité tout simplement. Mais quand je dis je parle vraiment de mon soi authentique. D'accord? Donc je m'aime, j'aime mon soi authentique, j'approuve mon soi authentique, je préfère être authentique plutôt que d'être ce que quelqu'un d'autre veut que je sois, et je me félicite d'être ce soi authentique. Et je vous garantis que les expériences de vie qui viennent derrière, c'est très sympa. Je suis coach de vie, ce qui m'intéresse, ce sont les expériences de vie. Merci beaucoup. Merci à vous.